Dialogue FM, l'invité du jour. Nous sommes dans ce studio avec notre invité pour la deuxième partie de cette compile de l'information. Abdourahim Djibril Traoré, qui est le coordinateur AIC Sonsoro, pour donc nous parler des assemblées générales ordinaires et extraordinaires des CVPC. Nous allons en parler ce matin avec lui, le coordinateur AIC Sonsoro, et donc notre invité Abdourahim Djibril Traoré, qui est déjà confortablement installé dans ce studio. Bonjour, monsieur le coordinateur AIC Sonsoro. Bonjour Karim Salami, monsieur le journaliste, et bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs de Dialogue FM Alibori qui nous suivent en ce moment. 2 semaines déjà, vous étiez dans ce studio pour nous parler du traitement phytosanitaire. Aujourd'hui, on va aborder une autre question, toujours liée à votre travail, si je peux le dire ainsi. Les 22 et 23 août 2023, sinon les 22 et 23 août dernier, vous avez organisé une formation au profit des responsables des CVPC et des autres cotonculteurs de la commune. Cela pourrait donc porter sur les dispositions pratiques liées à l'organisation des assemblées générales extraordinaires et ordinaires, sans oublier les nouvelles normes régissant leur fêtière. Rappelez-nous ces nouvelles mesures, monsieur Abdourahim Djibril Traoré. Une fois encore, merci. Et je crois que c'est un honneur pour moi à chaque fois d'être reçu ici pour parler de comment nous sommes en train d'évoluer dans notre campagne agricole cette année et des dispositions que nous prenons chaque fois pour que les choses s'améliorent. Et je tiens sincèrement à vous dire merci par rapport à ces opportunités-là que vous ne cessez de nous offrir. Alors, la nouvelle disposition qui régissent le fonctionnement des instances au niveau des producteurs de coton, je l'avais dit ici il y a 2 semaines environ, ont été touchés pour que les choses s'améliorent. Et déjà, vous l'avez rappelé, on avait déjà organisé une tournée au niveau de notre coordination au sein des coopératives pour restituer aux responsables de ces coopératives-là ce que ces nouvelles dispositions-là disent, pour qu'ils s'en approprient pour pouvoir donc tenir les assemblées générales comme cela se doit. Les assemblées générales extraordinaires, j'allais dire, parce que c'est de ça qu'il s'agit pour le moment, en attendant que nous rentrons dans les assemblées générales ordinaires. Bon, maintenant, les nouvelles dispositions, elles sont nombreuses, mais on va pas toutes les citer. On va peut-être dire les plus essentielles. En fait, ce qui paraît essentiel. Déjà, pour que l'Assemblée générale tienne, il faut que les gens soient convoqués. Donc, désormais, le président de la coopérative est appelé à faire une invitation à tous les adhérents de sa coopération, en fait, à tous les coopérants, pour que l'Assemblée générale se tienne. Et ça, c'est 2 semaines avant. Pour coller à nos nouveaux tests, il faut que la convocation parte à l'endroit de tout le monde. Ça peut être par voie de presse, ça peut être par des invitations individuelles, mais ce serait quand même compliqué. Mais par voie de presse, je crois qu'ils ont des canaux. Ils ont les canaux par lesquels ils communiquent. Donc, que cette information-là parte déjà au moins 2 semaines à l'avant. C'est une disposition qui paraît très capitale pour nous. Et je crois qu'ils sont déjà suffisamment informés par rapport à ça. Et à l'heure, je vous parle, ils sont déjà en train de le faire parce que les nouvelles dates pour aller aux nouvelles assemblées générales extraordinaires sont de plus en plus connues. Donc, à part cette disposition, l'autre chose, c'est qu'on avait parlé de la durée de mandat. Vous savez, le mandat au niveau des bureaux, du conseil d'administration, au niveau des coopératives était de 3 ans. Désormais, ça passe de 3 ans à 5 ans et renouvelable. C'est renouvelable parce que qui fait bien continue. On ne change pas une équipe qui gagne, dit-on. Voilà. Mais au niveau du conseil de sécurité, c'est-à-dire ce qu'on prend à côté du conseil d'administration pour la surveillance, eux aussi, ils ont un mandat qui passe de 3 ans à 5 ans, mais là, non renouvelable. Je l'avais aussi expliqué. Parce que quand tu es chargé de surveiller quelqu'un, lorsque vous restez trop longtemps, vous finissez par avoir des points d'accord qui vous permettent plus peut-être de faire la surveillance comme cela se doit. Donc c'est pourquoi, quelle que soit la qualité de surveillance que vous avez apportée pendant 5 ans, les tests veulent que cette équipe-là soit renouvelée. Et autre chose, c'est ceux qui ont qualité de participer à l'Assemblée. Normalement, c'est ceux qui sont à jour vis-à-vis de leur cotisation.
Mais bon, comme c'est des nouvelles dispositions, on sait qu'on est en train de remettre les compteurs à zéro. Peut-être que les gens vont fermer les yeux sur ça. Sinon, normalement, il y a des droits d'adhésion que chacun doit pouvoir payer avant d'y aller. Et autre disposition qui paraît important encore au niveau de ces assemblées générales extraordinaires qui s'organisent. Je crois que pour l'essentiel, hein, c'est ce qu'on peut retenir là. Quand je vais revenir à ça, on va pouvoir peut-être revenir pour compléter. Oui, voilà. Vous venez de nous dire tout à l'heure que les dates de la tenue des assemblées générales, des assemblées, je peux le dire ainsi, sont connues. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques précisions sur ces dates? Oui, comme je le disais tout à l'heure, les convocations commençaient par partir des présidents en direction des coopérants. Et je crois que ça court déjà depuis le 18 août et ça jusqu'au 15 septembre. Donc ça là, c'est déjà en cours. Il y a aussi que au niveau des... on appelle ça, la convocation au niveau du UCOM aussi doit partir du 31 août. On a déjà commencé aussi. Et ça jusqu'au 15 septembre également. Vous avez vu, pour les coopératives, c'est du 18. Mais pour les UCOM, c'est du 31 août. Et ça finit jusqu'au 15 septembre. Donc les UCOM ont encore jusqu'au 15 septembre. Les présidents UCOM, bien sûr. Encore 10 jours. 10 jours pour pouvoir convoquer les assemblées générales extraordinaires à leur niveau. Et au niveau, comment on appelle ça, de la FN, la convocation doit partir déjà à partir du 5 septembre, jusqu'au 20. Donc le président FN a jusqu'au 20, voilà, pour faire les convocations. Donc ces convocations doivent commencer par parvenir aux auteurs des Jeux. Tout à fait. Ce qui est très important que nous devons dire ici, parce que ce qui nous concerne personnellement, c'est d'abord la vie des coopératives, les coopératives villageoises, les CVPC. Il faut dire que ces assemblées générales extraordinaires démarrent le 18 septembre. Le 18 septembre? Oui, et finissent le 30 septembre. Dans 8 jours. Donc ça commence exactement dans 8 jours et on va finir le 30 septembre, donc environ 2 semaines. On doit pouvoir faire le tour de toutes les coopératives pour pouvoir vulgariser les nouveaux tests, c'est-à-dire les statuts et règlements intérieurs, et voir ensemble avec eux si les choses... Voilà, si des amendements. Exactement. S'il y a des amendements à faire, ils le fassent et que nous fassons le retour à la hiérarchie. Voilà. Et ce sera aussi l'occasion, si au niveau d'une coopérative, on constate visiblement que le fonctionnement n'est pas ce qu'il faut, on peut même profiter en même temps pour renouveler, soit le bureau de façon entière ou bien de façon partielle. En fonction peut-être des nécessités qui s'imposent en ce moment. Qui se dégagent. Exactement. Merci à vous, Djibril Rahim Traoré. Je rappelle tout de même que vous êtes le coordinateur AIC Sonsoro. Au cours donc de ces réunions, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se faire au cours de ces réunions concrètement? Est-ce qu'on va manger, on va danser? Est-ce que voilà. Non, ce ne serait pas des meetings de politique, des meetings politiques ni des fêtes annuelles de ci ou de ça. Non. Voilà. C'est des assemblées générales extraordinaires pour vulgariser les nouvelles dispositions qui régissent la vie de ces coopératives-là. Il va falloir que ce soit tous les producteurs qui soient là pour qu'ils soient imprégnés désormais de quels sont les tests qui régissent leur existence, de ce qui est eux-mêmes leurs obligations et en même temps leurs devoirs, leurs droits et leurs devoirs. Ils doivent le savoir et ce serait l'occasion là de partager ça avec eux et de leur aussi laisser la parole pour qu'ils disent ce qu'ils en pensent. C'est aussi l'occasion de leur dire comment ils doivent se conduire désormais pour rendre encore plus dynamique le fonctionnement de leur coopérative. Parce que vous savez, la filière coton, c'est la filière la mieux organisée en ce moment dans notre pays. Et c'est eux qui ont constitué aujourd'hui le modèle pour toutes les autres filières. Donc, ils doivent s'y atteler pour qu'ils soient bien jaloux de ça et peut-être inspirer les autres filières pour faire un peu comme eux. Donc essentiellement c'est de ça qui sera question. Et puis je l'ai dit aussi, s'il y a nécessité que dans certaines coopératives où il y a mal donne, on puisse faire des ajustements et ce serait peut-être l'occasion aussi de le faire pour permettre quand même à la vie associative là de continuer et normalement. Voilà un peu ce que nous pouvons dire, le contenu qu'on pourrait avoir au niveau de ces assemblées générales. Bon, pour dire les choses terres, c'est un peu ça l'ordre du jour au niveau des assemblées générales extraordinaires. Merci.
la restitution, en fait la vulgarisation des nouvelles dispositions et voir aussi s'il y a lieu de faire des ajustements, et on le fait. Et puis il peut aussi avoir des questions diverses qui peut-être sont au niveau de la coopérative que peut-être les gens vont se lever, et quand ça va être soulevé, peut-être ça va être débattu, et c'est un peu ça. Les préoccupations également. Exactement. Merci à vous, Abdrahim Djibril Traoré. La compile info de Dialogue FM. Écoutez chez nous ce que vous n'aurez par ailleurs. On aborde ainsi le deuxième pan de cet entretien avec vous. Vous êtes le coordinateur ici, Sonsoro Abdrahim Djibril Traoré. On revient maintenant sur le niveau de traitement phytosanitaire des cotons dans les champs. Que pouvez-vous nous dire sur ce plan? Merci beaucoup, Kalim Salami. Je pense que le traitement phytosanitaire, nous y sommes depuis un bon moment. Et vous savez, après le semis, l'épandage des engrais, le désherbage, après tout ça, si vous ne faites pas le traitement phytosanitaire au niveau du coton, c'est que vous n'avez rien fait. Je l'avais déjà plusieurs fois rappelé ici. Et la plante la plus infectée au monde, en tout cas, c'est le coton, et personne n'a jamais apporté la preuve du contraire. Donc ça nécessite vraiment du soin à ce niveau-là. Et je crois qu'on n'a pas hésité depuis lors à nous lancer dans cette lutte-là, ensemble avec les producteurs. Et je me sens quand même très heureux ce matin quand j'ai écouté les producteurs qui ont appelé depuis un moment pour reconnaître que effectivement cette année, en tout cas, l'encadrement est avec eux pendant tout le temps. Ils l'ont dit, ils l'ont redit, moi je les ai écoutés et moi ça me rend énormément fier. Je suis très content d'être aujourd'hui dans l'encadrement, moi, parce que nos collaborateurs que nous avons, à qui nous avons demandé de nous accompagner à ça, ils ne sont pas en train de déroger à cette obligation-là. Et lorsque nous avons des témoignages des producteurs eux-mêmes, nous, ça nous rassure. C'est pour dire qu'effectivement, quand ils étaient reconnus comme une commune, les producteurs de la commune de Kandé, je vous l'ai dit, étaient connus comme ceux qui étaient trop réticents à pratiquer les traitements phytosanitaires comme cela se doit. Mais il me semble quand même que cette campagne... La mayonnaise a pris. Heureusement, quelque chose est en train de changer. Et je crois que c'est à l'actif de nous tous, y compris Dialogue FM également. Et vous savez, ça fait 2 ans que je suis resté à Tangueta. Je suis allé seulement à la radio 2 fois, à raison d'une fois par an. J'ai fait toute une année à Segbana, je suis allé seulement une fois dans leur studio. Je suis ici, ça fait environ 3 mois, mais ça fait au moins la 5e fois que je suis venu ici. Vous comprenez que l'enjeu était de taille et que les milieux n'étant pas les mêmes, les enjeux n'étant pas les mêmes, donc il fallait vraiment changer de cadence. Je suis obligé de le faire pour atteindre un certain résultat qui est attendu de nous. Et je crois que la veille phytosanitaire, comme vous l'avez dit, nous y sommes franchement, nous sommes en train de le faire. Et le traitement, ça se suit comme cela se doit. C'est vrai que ce n'est pas exactement ça. Il y en a qui traînent encore les pas en termes de coopérative. Et la dernière fois, nous avons tenu notre réunion CCSPC. CCSPC, c'est le comité communal de suivi de la production cotonnière, dont nous sommes coprésidents avec mon collègue de la coordination du centre. Et je tiens à remercier très sincèrement le délégué qui nous avait fait la grosse surprise de participer à cette réunion-là, où ensemble nous avons retenu de faire le répertoire des coopératives où ça traîne encore au niveau des traitements, et peut-être même au sein des coopératives là, d'identifier ces producteurs qui continuent d'hésiter, en fait, qui ne veulent pas encore se mettre au pas par rapport au traitement phytosanitaire là, et d'orienter notre action vers ces coopératives là, vers ces producteurs là, pour que tout le monde soit au même niveau, afin que malgré toutes les difficultés d'ordre climatique et d'ordre technique que nous avons connues ici et là au cours de cette campagne, que malgré toutes ces difficultés-là, nous puissions sortir quand même la tête haute au niveau de la commune de Kandi en termes de production. Donc pour me résumer, je pense que la veille phytosanitaire se poursuit bien jusque-là. Les produits, vous vous rappelez, bon, peut-être qu'on va aborder ça tout à l'heure, les producteurs avaient tout le temps crié qu'ils ont besoin de tel ou tel produit, il n'y a pas tel produit, il n'y a pas tel produit. Donc je pense que si vous les écoutez... C'est la question d'ailleurs suivante, que savoir à présent de la disponibilité de ces produits qui ont été tant réclamés par les cotonculteurs. Si vous les écoutez ces derniers jours, vous allez comprendre qu'ils ne peuvent plus dire qu'ils n'ont pas de produits de traitement phytosanitaire. C'est vrai que
cette campagne, nous l'avons démarré avec un nouveau type de produit que on a tellement épilogué autour ici. C'était le Jacobia. On n'avait pas prévu que le Jacobia allait être défaillant pour pouvoir retourner rapidement au Thalys et aux autres produits alternatifs. Mais très tôt, quand le Jacobia, bien que a joué le rôle primordial pour lequel nous l'avons amené, à savoir le contrôle des jacides, oui, et il les a contrôlés majoritairement, pour ne pas dire totalement. On n'a pas de problème avec les jacides, heureusement, fort heureusement d'ailleurs. Mais avec les autres carpophages, nous avons eu des soucis, notamment le Leucoverpa qui n'a pas été contrôlé par le Jacobia. Donc on a fait recours au stock résiduel que nous avons par rapport aux produits alternatifs. Et très tôt, nous avons connu une petite rupture, mais qui a été rapidement comblée une première fois. Oui. Vous vous rappelez, et puis les gens sont revenus à la charge pour dire que c'est venu, mais c'était pas beaucoup. Mais tenez-vous tranquille, tout dernièrement, on a reçu plus de 100 000 flacons de Thalys. J'avoue que même si les producteurs ne voulaient traiter que du Thalys, ils ne pourront pas finir ça. Donc ils ont eu suffisamment ce produit-là, et je crois qu'à ce niveau, le problème ne se pose plus. Ce qui est là aujourd'hui, c'est qu'ils continuent de pratiquer, comment on appelle ça, de respecter le calendrier de traitement que nous avons remanié et que nous leur avons expliqué tantôt. À savoir que depuis un moment, ils ont commencé par faire déjà le Thalys, c'est déjà bien. Mais le moment n'est plus au Thalys. Il faut qu'ils comprennent que le même produit ne peut pas être en train d'être efficace pour tous les ravageurs. Oui. Donc il va falloir que maintenant là, ils aillent au Bella ou bien au Pyro. Nous avons jeté un coup d'œil dans la consommation. On a constaté que jusque là, il y a beaucoup de coopératives qui n'ont pas encore réceptionné leur dose normale de Bella ou bien de Pyro. Et je les appelle rapidement à aller le faire pour que notre dynamique que nous avons enclenchée depuis un temps là ne soit pas coupée. Et je vais leur dire que le Thalys qui est là aussi, ça peut revenir déjà d'ici quelques jours, quand ils vont finir de faire le Bella une fois. Et si ça persiste, ils peuvent faire une deuxième fois, mais après ça, ils vont revenir encore au Thalys, ou bien au Bête Expert, ou bien à autres produits alternatifs tels que le collagène, et faire également 2 traitements à ce niveau avant de finir avec le Cotonix. Et oui, et les producteurs appellent, les producteurs appellent sur les émissions de Grogne. Vous avez eu l'occasion d'écouter quelques appelants tout à l'heure quand vous étiez venu dans ce studio. Ces producteurs qui appellent, qui vous félicitent en tant qu'encadreur, et les encadreurs qui également confirment que les ravageurs ont disparu totalement des champs. Est-ce que c'est les produits qui sont assurés? Comment êtes-vous arrivé à cet exploit? Bon, je vous ai dit tout à l'heure que je suis en train de décerner, de nous décerner a priori un satisfait. Mais lorsque vous êtes dans un combat, lorsque le combat n'est pas terminé, vous n'avez encore rien gagné. Si les producteurs eux-mêmes témoignent que l'encadrement a été vraiment de qualité, oui, et que les produits également sont de qualité, enfin, on a entendu toutes les récriminations au cours de cette campagne, mais chaque fois nous on l'a rassuré que la situation était sous contrôle. Si eux-mêmes reviennent aujourd'hui pour dire qu'effectivement c'est bon, ils ont les produits en quantité et en bonne qualité, et qui nous écoutent avec la pression que nous sommes en train de leur mettre pour faire les traitements, et aujourd'hui reconnaissent que dans les champs il n'y a plus de ravageurs. Excusez-moi. Donc je pense que c'est d'abord à mettre à l'actif de tout le monde. D'abord eux les producteurs, parce que notre existence ne dépend que d'eux. Et je l'ai toujours dit, si nous sommes encore là aujourd'hui en tant qu'encadrement, c'est parce que eux continuent de faire du coton. Le moment où il ne faudra plus le coton, nous on va disparaître et on va peut-être rentrer dans autre chose. Donc c'est d'abord eux qu'il faut féliciter pour avoir accepté de nous écouter et de faire ce que nous sommes en train de leur proposer de faire. Oui. Et je profite pour leur dire de continuer à nous écouter et de continuer à faire ce que nous leur demandons de faire. Et malgré tout, même si la campagne sera au rouge dans toutes les autres communes du Bénin, je pense qu'à Kandé, en tout cas, on doit pouvoir s'en sortir avec la couleur verte. Oui. La couleur verte, c'est ce que nous souhaitons. D'ailleurs, raison pour laquelle on vous invite régulièrement dans ce studio pour rappeler, apporter des explications, pour ce qu'on dit souvent que le rappel est pédagogique, et c'est ce que nous essayons. C'est à cet exercice que nous vous appelons chaque fois quand vous êtes invité. Dites-nous, parlons d'intrants cette fois-ci. Qui est-ce qui a le droit d'obtenir ces intrants? Ces intrants qui font qu'aujourd'hui, on doit vous décerner un satisfecit parce que les producteurs en témoignent de leur satisfaction.
Qui a le droit de détenir les produits, c'est ça, hein? De les obtenir. C'est les producteurs de coton. C'est les producteurs de coton. Les produits qui sont là ne sont destinés qu'à eux et à eux seuls. Et les produits, que ce soit au niveau, que ce soit les herbicides, que ce soit les engrais, les fertilisants, je voulais dire, de tout genre, que ce soit les produits de traitement phytosanitaire, tous ces produits-là sont destinés seulement pour les cotonculteurs. C'est vrai que, bon, ils le disent, hein, et tout le monde le sait, même si ce n'est pas officiellement ça. À côté du coton, il faut quand même que nous mangeons, hein. Et il y a aussi les vivriers. Et ça fait que aussi le coton, ça soutient énormément le vivrier. C'est pour cela que vous allez voir, hein, ça c'est juste une parenthèse que j'ouvre, malgré toutes les campagnes d'intoxication que les gens font autour de la production de coton, oui. Celui qui fait le coton, c'est-à-dire le vrai producteur de coton, si vous respectez, c'est quand si vous allez lui demander de laisser le coton, il va vous dire oui et vous allez partir. Là, il vous respecte beaucoup. Mais si il pense qu'il peut vous répondre, il va vous renvoyer et il ne va jamais plus vous saluer. Parce que c'est le seul qui sait ce que la production de coton lui apporte. Oui. Le coton soutient beaucoup de spéculations. Oui. Même les plus gros producteurs de maïs sont d'abord des producteurs de coton. Ceux qui font le mieux le maïs, c'est d'abord ceux qui font le coton. Et pour réussir le maïs, il faut faire le coton. Pour réussir n'importe quelle culture, pour la plupart des producteurs, c'est qu'ils passent d'abord par le coton. Donc ça pour dire que ces intrants-là viennent, c'est vrai pour le coton, mais ça soutient également toute l'agriculture. Donc le coton est aujourd'hui au-delà d'une culture simple, mais c'est toute une question de développement qui est autour. Donc c'est pourquoi le gouvernement, à travers toutes les structures qui sont autour, et avec la hiérarchie, à chaque fois que les producteurs de coton demandent quelque chose, s'il y a possibilité, on n'hésite pas à revenir rapidement et à les satisfaire, parce que nous savons très bien que les satisfactions, en fait, la satisfaction de nous-mêmes et de tous les pays dépend de leur satisfaction. Et je vais peut-être aussi laisser et faire une autre parenthèse. Oui. Vous savez, j'ai été agent de la mairie de Kandi pendant 4 années. Je sais, en tant que, en fait, fils de Kandi et ancien agent de la mairie, je sais ce que le coton rapporte à la commune. Je sais ce que, en tant qu'encadreur, le coton me rapporte. Je sais ce que c'est que le coton pour le transporteur. Je sais ce que c'est que le coton pour le mécanicien. Tous les mécaniciens à l'heure je vous parle sont au repos, pratiquement. Les camionneurs, je vais parler des mécaniciens de camions. Oui. Mais dès que la campagne va démarrer, vous allez constater que c'est qu'ils commencent aussi les campagnes. Ils commencent pas à faire les campagnes. C'est-à-dire le coton, ça engage tout le monde. Je ne comprends pas parfois d'où est-ce que sort cette campagne de démobilisation des producteurs de coton, alors qu'ils ne savent pas que le coton, ça nourrit tout le Bénin. Il n'y a pas un secteur qui n'est pas touché par le coton. Ah oui. Comme vous venez de le dire, le coton, ça nourrit tout le Bénin. Le coton fait partie donc des produits qui boostent l'économie du pays. Depuis quelques jours, depuis quelques semaines, je pourrais dire, on ne fait pas 48 heures sans avoir une grosse pluie depuis un bon moment dans le département de la Lipourie. Vous pensez que le niveau actuel de pluie n'est pas préjudiciable à la bonne production du coton? Est-ce que cette forte pluie qui s'abat sur le département de la Lipourie depuis quelques jours n'est pas préjudiciable sur l'évolution des cotonniers? Pas du tout, pas du tout. Je crois que nous remercions franchement la nature. Ces pluies sont d'ailleurs même les bienvenues parce qu'elles nous règlent 2 problèmes fondamentaux. Le premier problème que ça nous règle, c'est le problème du SSP, oui. Qui jusque-là, en tout cas dans certaines exploitations, ne sont pas totalement fondus. Alors qu'il faut suffisamment d'eau pour faire fondre cet engrais-là et le faire bénéficier aux cotonniers. Et je crois qu'avec le retour de ces pluies-là, on a pu constater effectivement que ces engrais-là fondent et ça fait un développement végétatif important au niveau des cotonniers. Et l'autre point positif que nous enregistrons avec ces pluies, c'est que ça aide aussi à lessiver les ravageurs. Vous savez, les ravageurs de cotonniers n'aiment pas beaucoup d'eau, ça les fait tomber et ça fait aussi que ça nous a aidé à contrôler les ravageurs au niveau de ces champs-là. Bon, maintenant, les hauteurs de pluie, comme je le disais, sont autour de 15 à 20 mm. Ça fait pas encore grave pour le cotonnier. Je crois que si ça continue comme ça jusqu'à la fin de ce mois au moins, on pourra se frotter les mains et dire enfin, alhamdulillah, par rapport à ça. Maintenant, est-ce que vous avez des conseils concernant la pluviométrie actuelle à donner aux cotonculteurs? Oui, surtout ceux qui sont dans les sols un peu
argileux, ils n'ont qu'à déjà commencer par faire des canaux d'évacuation. Parce que quand il pleut comme ça et que l'eau stagne au niveau des exploitations, ça pourrait attaquer les racines et faire pourrir ces racines et même les tiges des cotonniers. Donc nous leur conseillons, dès qu'il y a stagnation d'eau, de pouvoir faire des canaux pour faire évacuer l'eau depuis les champs là vers le dehors. Je crois que c'est la première chose qu'on peut leur proposer, ça. Et l'autre chose aussi, pour ceux qui en ont les moyens, si c'est beaucoup, ils peuvent peut-être même utiliser peut-être les machines pour faire en même temps de l'extraction. Voilà, pour faire pomper l'eau et sortir ça des champs aussitôt que la pluie s'arrête. Ça va leur permettre donc de garder le cotonnier en bonne santé que de laisser l'eau stagner au pied des cotonniers qui pourront les faire pourrir. Voilà un peu ce que je peux leur donner comme conseil. Merci à vous, Abderrahim Djibril Traoré. Je rappelle une nouvelle fois que vous êtes le coordinateur ici Sonsoro. Vous êtes dans nos studios pour dans un premier temps, nous parler de l'organisation des assemblées générales extraordinaires et ordinaires. Cette fois-ci, on va parler de la question de la qualité des infrastructures routières ou de franchissement qui reste donc une problématique, surtout en cette période. Le programme de réfection des pistes pour faciliter la sortie de coton et autres produits agricoles est disponible. Dites-nous. Merci beaucoup. Je pense que vous abordez là un pan très important de la question de l'organisation de la filière cotonnière. Bon, j'ai entendu aussi dans beaucoup d'appels au niveau des producteurs qui s'inquiètent de la qualité des pistes qui conduisent au niveau de les différentes exploitations. Ils se posent les questions de savoir si ces pistes devaient rester en l'état, comment est-ce que le coton va pouvoir être évacué. Mais c'est quand même un peu surprenant parce que la réfection des pistes, c'est quand même une activité récurrente et qui revient chaque campagne quand même. Je crois que ce n'est pas cette campagne qu'on ne le fera pas. Donc, je voulais rassurer tous les cotonniers et même ceux qui ne font pas du coton, parce que ces pistes-là aujourd'hui, ce ne sont plus des pistes coton seulement. C'est des pistes carrément rurales qui concernent toutes les spéculations, qui concernent même toutes les populations, même ceux qui ne produisent pas. J'ai entendu beaucoup de grognes autour de ces pistes-là, au niveau des arrondissements, au niveau des villages, au niveau des hameaux. Nous avons déjà fait ce travail préalable. Je voulais leur rassurer au niveau du CCSPC, le comité communal de suivi de la production du coton. Nous, au niveau de la coordination et au niveau de l'UCOM, on s'est réunis et nous avons identifié ensemble toutes les différentes pistes au niveau de toute la commune, dans tous les ensembles, dans tous les villages. Toutes les pistes qui doivent être réfectionnées ont été déjà retenues avec les linéaires bien connus. Nous avons remonté déjà l'information au niveau de la hiérarchie et je crois que les dispositions sont en train d'être prises pour que ces pistes-là soient réfectionnées à bonne date. Je dis à bonne date parce que vous savez, il pleut abondamment maintenant. Et les machines qu'on commet pour faire ces genres de travaux, c'est des machines souvent lourdes. Vous imaginez qu'on amène un engin lourd en ce moment-là dans une piste pour vouloir faire de la réfection et la machine peut s'enfoncer. Et vous ne pourrez même plus faire le travail pour lequel elle a été déployée sur le terrain. Donc, c'est vous dire que nous suivons l'actualité là de très près. Nous demandons aux populations, aux cotonniers et aux producteurs de toutes les autres cultures de garder leur patience et de se rassurer. Et dès que les pluies vont s'arrêter et que le sol va sécher un peu, les engins vont pouvoir descendre ou vont constater la faisabilité de cette piste-là. Et tout sera bien fait pour que le coton et tous les autres produits qui seront dans la bourse là puissent sortir pour faire écouler au niveau des marchés et aussi pour alimenter la population. Je crois que cette réponse fera beaucoup de bien aux producteurs qui vous attendaient sur ce point. Les années antérieures, des promesses ont été faites, mais les populations se plaignent encore. Quelle garantie faites-vous à vos partenaires privilégiés cette fois-ci? Puisque l'année dernière, c'est dire que les pistes seront réfectionnées, mais jusqu'à la fin de la campagne de coton, il y a des pistes qui n'ont pas été touchées.
Bon, n'étant pas candidat la campagne dernière, il me serait un peu difficile de me prononcer sur le pourquoi toutes les pistes n'ont pas été faites. Certainement, ça doit avoir ses raisons. Ce que nous aurons souhaité, c'est que ça ne se reproduise pas. Si tant était que vraiment il y a eu des pistes qui n'ont pas été réflexionnées l'année dernière, moi je n'ai pas encore cette information et je doute fort parce que les entreprises, souvent quand on prend pour ces genres d'activités, ils savent ce qu'ils ont à faire, ils ont la liste de leurs pistes. Et je crois que avant même que nous autres techniciens, on est valide que le travail est terminé, il va falloir qu'on s'assure que non seulement tous les linéaires qui ont été retenus sont parcourus, et surtout bien parcourus. C'est très important. Oui, il s'est fait que l'année dernière, le constat, c'est que il y a des pistes qui ont connu de réflexion qu'après la campagne donc de commercialisation du coton. Oui, et ça aussi, c'est des faits qui peuvent arriver parce que, bon, vous savez, les machines, c'est des machines, hein. Il peut arriver que des pannes surviennent. Et l'autre chose que je sais aussi, peut-être que ça a échappé un peu aux gens, c'est que nous sommes un pays qui a beaucoup de difficultés en matière de carburant. Et ces machines-là, souvent, c'est du gasoil qu'ils utilisent. Et je me souviens, moi, en tout cas, même où j'étais à Ségouana, on a eu ces soucis aussi, où on avait eu quand même pendant un bon moment des ruptures de gasoil. Et ces machines fonctionnent à base de gasoil. Donc, quand vous avez du temps pour faire un travail et que vous avez eu quelques difficultés de cette nature-là, peut-être les pannes mécaniques, ça peut survenir à tout moment. Des pannes d'électricité peuvent survenir à tout moment. Les ruptures de carburant, notamment le gasoil, on en a connu l'année dernière plusieurs fois. Et il a fallu que, à la hiérarchie, hein, les gens fassent le nécessaire pour que rapidement ces camions viennent. Donc ça pourrait justifier quelques retards qui sont intervenus. Aussi, hein, il faut dire aussi que les populations au niveau de ces pistes-là aussi ont un rôle à jouer à ce niveau-là. S'ils constatent par exemple qu'il y a des lenteurs à un moment donné, ils sont aussi, c'est des bénéficiaires de ces ouvrages-là. Ils n'ont qu'à remonter l'information pour que nous approchions de l'entrepreneur à bonne date pour savoir ce qui ne va pas. Et si ensemble on peut leur donner un coup de main pour que ça évite qu'on puisse le faire, que d'attendre jusqu'à la fin avant de vouloir crier que bon, les choses ne sont pas passées comme ça se doit. Tout compte fait, je crois que dans l'ensemble là, le travail a été fait et peut-être très bien fait. Bon, si c'est des questions de délai, ce que je dis là, peut-être, je ne suis pas là, mais je pense que c'est ça, c'est des soucis techniques et d'électricité et surtout de carburant. Mais on va espérer que cette année, on ne puisse pas connaître les mêmes soucis et que les travaux se réalisent à bonne date pour qu'effectivement, ces pistes-là puissent être bénéfiques au coton. Toujours est-il que malgré tout ce qui a été dit, aucun gramme de coton n'est resté quand même dans la brousse à Kandi, hein. Tout le coton est sorti. À ce que je sache. Oui, tout le coton est sorti, mais les cotonculteurs aimeraient donc avoir les pistes aussi praticables pour mieux, oui, à bonne date, pour mieux donc faire sortir le coton. Voilà, mesdames et messieurs, je crois que nous sommes à la fin de cet entretien avec Djibril Rahim Traoré, qui est le coordinateur AIC. Il est basé à Sonsoro. Djibril Traoré, votre mot de la fin. D'abord, vous dire merci. Merci de nous avoir donné chaque fois l'occasion de venir ici pour dire ce que nous sommes en train de faire avec les producteurs. Dire surtout merci à ces producteurs-là qui nous ont adoptés enfin et qui comprennent que oui, nous sommes là pour eux et qui aujourd'hui sont en train de reconnaître que ce que nous sommes en train de faire comme travail pour eux est très important et ils sont en train de voir les résultats. Je les remercie aussi pour leur patience. Parce que oui, ils ont eu quelques soucis avec certains produits que nous leur avons mis à disposition. Donc, je pense que nous ne sommes pas restés sourds à tout ce qu'ils sont en train de dire. Nous observons avec eux, nous les écoutons beaucoup et tout ce qui est corrigible pendant la campagne, nous sommes en train de le faire et ils sont en train de le constater. Et ce qui sera corrigible après campagne pour que la campagne prochaine, on puisse encore améliorer. Nous avons pris bonne note et je crois que l'un dans l'autre, nous allons faire en sorte que cette filière-là continue de prospérer et au grand bonheur de tout le monde, y compris Dialogue FM.
Et voilà, merci à vous, Abdrahim Djibril Traoré, coordinateur ici à Sonsoro. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, nous sommes à la fin de cet entretien. Cet entretien qui, ce matin, portait sur donc le niveau d'évolution de l'organisation des assemblées générales extraordinaires et ordinaires des CVPC, ainsi que le niveau donc de traitement phytosanitaire. Avec Djibril Traoré, on a donc découvert beaucoup de choses. On a également parlé des pistes rurales qui entre-temps était une question qui faisait appel. Vous avez vu, vous avez entendu les explications de Djibril Traoré qui rassurait les cotonculteurs, les producteurs que pour cette saison, les pistes, sinon la réfection des pistes ne connaîtra pas de retard. Et c'est ce qu'il a souhaité, c'est ce qu'il nous a confirmé. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Nous sommes à la fin. La compil de l'information, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Nous allons donc prendre rendez-vous demain pour un autre numéro de la compil de l'information sur la radio Dialogue à Libouri FM. À la coordination, Karim Salami, toute l'équipe de réalisation de cette émission de la compil par ma voix vous remercie de l'avoir suivi. Ne quittez surtout pas puisque les programmes de la radio Dialogue à Libouri FM se poursuivent sur votre radio. D'ici à là, portez-vous bien. Bye bye.